Il y a 12 mois, le Moyen-Orient a changé pour toujours. Pas progressivement, pas par la diplomatie, par le feu, les missiles et une décision prise à Washington et Tel Aviv que personne ne pouvait annuler. Et en ce moment même, pendant que vous regardez cette vidéo, le cessez-le-feu qui maintient ceux qui restent ensemble est, selon les propres mots du président américain, sous assistance respiratoire. Je suis Émilie, bienvenue sur Conflict Daily Zone. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de la guerre qui a reconfiguré le Moyen-Orient, l'arc complet, depuis la première frappe israélienne jusqu'à la fermeture du détroit d'Ormuz, en passant par les négociations nucléaires qui peuvent s'effondrer à tout moment. Parce que pour comprendre où tout cela mène, vous devez comprendre tout ce qui s'est déjà passé. Restez avec moi. Retournons en avril 2024. Pour la première fois, dans les 45 ans d'histoire de la République islamique, l'Iran et Israël se sont directement attaqués l'un l'autre. Pas via des mandataires, pas via des intermédiaires, État contre État, missile contre missile. C'était un seuil que les analystes débattaient depuis des décennies, et il a été franchi. Mais cet échange, aussi alarmant qu'il fut, s'est avéré n'être qu'un avant-goût. Tout au long de la fin de 2024 et jusqu'en 2025, Israël a méthodiquement démantelé ce que l'Iran avait mis des décennies à construire. Le Hezbollah au Liban a été affaibli. Le Hamas à Gaza était écrasé. Le mouvement Houthi au Yémen était sous pression constante. L'axe de la résistance iranien, ce réseau de milices alliées s'étendant de l'Irak au Liban, en passant par le Yémen, était démantelé pièce par pièce. Puis, début juin 2025, le chien de garde nucléaire de l'ONU, l'AIEA, a publié un rapport qui a tout changé. L'Iran avait accumulé suffisamment d'uranium enrichi pour potentiellement construire 9 ogives nucléaires. Pour la direction israélienne, c'était la ligne rouge. Et le 13 juin 2025, Israël l'a franchi le premier. La frappe est arrivée sans avertissement. Les forces israéliennes ont frappé des installations militaires iraniennes, des infrastructures nucléaires et des personnalités clés dans une attaque surprise coordonnée. Des commandants militaires supérieurs, des scientifiques nucléaires, des responsables politiques, tués. L'Iran a riposté immédiatement et massivement, plus de 550 missiles balistiques et plus de 1000 drones suicides en direction des villes israéliennes. 28 personnes ont été tuées du côté israélien. Des centaines ont perdu leur maison. Les vols ont été cloués au sol, les écoles fermées. Le pays s'est mis en état d'urgence. Pendant des jours, le monde a retenu son souffle en regardant Donald Trump, le président qui avait fait campagne sur la fin des guerres, envoyait des signaux que personne ne pouvait déchiffrer. « Personne ne sait ce que je vais faire », a-t-il déclaré le 18 juin. Il avait raison, personne ne le savait. Puis le 21 juin, les États-Unis sont entrés dans le combat. Des appareils américains ont frappé 3 des sites nucléaires les plus critiques d'Iran, Fordow, Natanz et Ispahan. Des installations profondément enfouies que les analystes avaient longtemps affirmé ne pouvoir être atteintes que par les bombes anti-bunker américaines. 3 jours plus tard, Trump a annoncé un cessez-le-feu sur les réseaux sociaux. Il l'a appelé la guerre des 12 jours, un écho délibéré à la guerre des 6 jours de 1967. La direction iranienne a déclaré la victoire. Israël a mis des heures à reconnaître formellement le cessez-le-feu, et le monde a soufflé. Mais le cessez-le-feu n'était pas la paix, c'était une pause. Les mois qui ont suivi ont été brutaux, pas sur le champ de bataille, mais à l'intérieur de l'Iran. L'économie, déjà brisée par des années de sanctions de pression maximale, s'est accélérée vers l'effondrement. La monnaie iranienne s'est effondrée. En décembre 2025, le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a qualifié ce crash de point culminant de la stratégie économique américaine contre Téhéran. Et le peuple iranien a répondu. Au début de 2026, des manifestations de masse ont éclaté dans plusieurs villes. Le soulèvement intérieur le plus significatif que la République islamique ait connu depuis des années, alimenté par le désespoir économique et un régime dont la légitimité s'effritait visiblement. La réponse du gouvernement a été rapide et brutale. Des dizaines de milliers de manifestants ont été tués en 48 heures. Trump a menacé d'agir. Il ne l'a pas fait. Pendant ce temps, les satellites et les inspecteurs de l'AIEA racontaient une histoire que personne à Washington ne voulait entendre. L'Iran se reconstruisait.
rapport de l'AIEA de janvier 2026 a confirmé que de l'uranium hautement enrichi avait été stocké dans une installation souterraine que les frappes de 2025 n'avaient jamais atteinte. Le programme nucléaire n'était pas mort. Il se remettait sur pied. Le 5 janvier 2026, le cabinet de sécurité israélien s'est réuni pendant 5 heures. Il a autorisé un nouveau plan de frappe, nom de code Opération Iron Strike. Netanyahou lobbying Trump directement. Lors de son discours sur l'état de l'Union le 24 février, Trump a déclaré au peuple américain que l'Iran avait redémarré son programme nucléaire et développé des missiles capables de frapper les États-Unis. Puis 4 jours plus tard, la guerre a recommencé. Le matin du 28 février 2026, les États-Unis et Israël ont lancé une offensive conjointe contre l'Iran, comme la région n'en avait jamais vu. Dans les 12 premières heures seulement, près de 900 frappes ont été menées, touchant les systèmes de missiles iraniens, les défenses aériennes, les structures de commandement militaire, et visant directement le leadership de la République islamique. Le guide suprême Ali Khamenei a été tué. Des responsables supérieurs ont été assassinés à ses côtés. Les objectifs déclarés variaient selon l'officiel qui s'exprimait. Détruire le programme nucléaire, démanteler la capacité balistique, mettre fin au réseau de mandataires, obtenir un changement de régime. Tout à la fois. La riposte de l'Iran a été immédiate, massive et historique. Téhéran a lancé des centaines de missiles balistiques et de drones sur Israël. Il a frappé des bases militaires américaines à travers la région. Et il a fait quelque chose que le Golfe n'avait pas vu depuis la guerre des pétroliers des années 1980. Il a attaqué simultanément les 6 États du Conseil de coopération du Golfe. Bahreïn, Koweït, Oman, Qatar, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis. Des infrastructures énergétiques, des aéroports civils, des quartiers commerciaux emblématiques, des pays qui avaient passé des années à normaliser discrètement leurs relations avec Israël se sont soudain retrouvés dans la ligne de mire d'une guerre qu'ils n'avaient pas choisie. Et puis l'Iran a fait le geste qui a envoyé des ondes de choc dans chaque économie de la planète. Il a fermé le détroit d'Ormuz. Voilà pourquoi cela compte. Le détroit d'Ormuz est le point de passage énergétique le plus important de la planète. 20% de tout le pétrole mondial y transite. 20% de tout le gaz naturel liquéfié. Avant le 28 février, environ 3000 navires utilisaient le détroit chaque mois. Ce chiffre est maintenant tombé à environ 5% de son niveau d'avant-guerre. L'Iran a annoncé qu'il bloquerait les navires de tous les États hostiles. Certaines nations, la Chine, le Pakistan, l'Irak, ont négocié des arrangements séparés et maintenu un transit limité. L'Iran perçoit apparemment des péages sur ses navires. Et il a signalé quelque chose qui n'existait pas avant cette guerre. Il entend maintenir le contrôle du détroit de façon permanente, comme condition de tout futur accord de paix. En avril, l'Iran a saisi 2 cargos. Les coûts d'assurance dans la région ont explosé au-delà de ce que la plupart des compagnies maritimes peuvent absorber. Des pénuries de carburant ont frappé certaines régions d'Asie. Les prix mondiaux du pétrole ont flambé, un résultat qui profite à la Russie et, au moins temporairement, à l'Iran lui-même. Trump a demandé le soutien des alliés de l'OTAN, de la Chine, du Japon et de la Corée du Sud pour forcer la réouverture du détroit. Ils ont refusé pendant les hostilités actives. Un cessez-le-feu conditionnel a été conclu les 7 et 8 avril. Mais le détroit reste effectivement fermé. Et les pourparlers diplomatiques, désormais médiatisés par le Pakistan, sont fragiles au mieux. La guerre ne s'est pas limitée à l'Iran. Après l'assassinat de Khamenei, le Hezbollah a lancé des attaques sur Israël depuis le Liban le 2 mars. Israël a répondu par une campagne de bombardement intense sur le sud du Liban, puis sur Beyrouth elle-même. Plus de 2000 personnes ont été tuées. Plus d'un 1/6 de la population totale du Liban a été déplacée. Un cessez-le-feu entre Israël et le Liban a été conclu le 16 avril. Israël a continué à frapper des cibles à Beyrouth et dans le sud du Liban depuis l'entrée en vigueur de ce cessez-le-feu, tuant plus de 500 personnes, selon les autorités libanaises. C'est désormais la ligne de fracture qui menace de faire s'effondrer l'ensemble du processus. L'Iran a été explicite. La cessation des attaques israéliennes dans toute la région est une condition non négociable pour tout accord. Israël continue de frapper le Hezbollah. L'Iran regarde. Et les analystes avertissent que si Israël continue de frapper le Hezbollah,
l'Iran pourrait trouver politiquement impossible de continuer à discuter avec Washington. Un accord conclu pendant que votre allié le plus important est bombardé ressemble moins à de la diplomatie qu'à une capitulation. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui? Le cessez-le-feu conditionnel tient, à peine. Des pourparlers nucléaires sont en cours via la médiation pakistanaise. L'Iran a réclamé des garanties internationales contre toute future agression, potentiellement soutenue par la Chine, la Russie, la Turquie et le Pakistan. L'Iran a nommé le fils de Khamenei comme successeur, ce qui signifie que la structure dirigeante de la République islamique a survécu à ce qui était conçu pour y mettre fin. Et Netanyahou a été clair, dans une interview à CBS diffusée il y a quelques jours à peine, que la guerre selon lui n'est pas terminée. Ces mots, il y a encore du matériel nucléaire, de l'uranium enrichi, qui doit être sorti d'Iran. Il y a encore des sites d'enrichissement qui doivent être démantelés. Il y a encore des mandataires que l'Iran soutient. Il n'a pas exclu d'enlever cet uranium par la force. Trump aurait convenu avec Netanyahou que le stock doit disparaître. La piste diplomatique et l'option militaire avancent en parallèle. Elles tirent dans des directions opposées. Trump lui-même a qualifié le cessez-le-feu de « sous-assistance respiratoire ». Le Hezbollah possède encore environ 1000 drones, 3000 combattants et quelques 25 000 missiles. Les Houthis ont ouvert un nouveau front fin mars. Le détroit reste fermé. Et l'AIEA ne peut toujours pas accéder pleinement aux sites nucléaires iraniens. Voilà l'évaluation honnête. Les hypothèses qui organisaient la sécurité au Moyen-Orient depuis 30 ans ont été mises à l'épreuve au cours des 12 derniers mois, et certaines d'entre elles n'ont pas résisté. L'idée que le programme nucléaire iranien pouvait être contenu indéfiniment par la diplomatie et les sanctions, mise à l'épreuve. L'idée que détruire les mandataires de l'Iran briserait sa volonté stratégique, mise à l'épreuve. L'idée qu'une opération militaire conjointe américano-israélienne produirait une résolution définitive, mise à l'épreuve. Ce qui reste, c'est un régime qui a survécu, un programme nucléaire partiellement intact et en cours de reconstitution, une voie commerciale mondiale fermée, un Liban au bord d'une nouvelle guerre totale, et un cessez-le-feu dont le président américain lui-même n'est pas certain qu'il tiendra. La prochaine phase de ce conflit se décidera non pas sur le champ de bataille, du moins pas immédiatement, mais dans les négociations entre Washington et Téhéran, dans la question de savoir si Netanyahou accepte un dénouement diplomatique ou pousse vers un nouveau chapitre militaire, et dans les décisions prises en ce moment même dans des capitales allant de Pékin à Islamabad en passant par Riyad. Nous suivrons chaque évolution au fur et à mesure. C'est ce que nous faisons ici. Je suis François. Bienvenue sur Regard Mondial. Si cette analyse vous a apporté la clarté que vous cherchiez, partagez-la, abonnez-vous et donnez votre lecture de la situation dans les commentaires. La prochaine mise à jour arrive très bientôt.